A-t-on vraiment désappris aux Allemands à penser par eux-mêmes? Ce que je souhaite, c'est qu'on ait en Allemagne un gouvernement qui pense d'abord au peuple allemand. Ils n'ont même pas besoin d'être pro-russes. Il suffit qu'ils soient neutres. L'Allemagne n'est plus une démocratie depuis longtemps. C'est depuis longtemps une démocrature. Dans les années 30, tous n'étaient pas nazis non plus. C'était une minorité. Mais à un moment, ils ont réussi à entraîner les autres. Et ceux qui ont eu le courage de parler ont dû quitter le pays. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai tué personne, je n'ai rien volé. J'ai simplement pris la liberté en Allemagne d'exprimer librement mon opinion. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. À propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Je vous présente ici des positions et des réflexions que les médias de propagande vous cachent. De mon invitée d'aujourd'hui, on peut dire, après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle était la seule à avoir du cran dans la maison. Elle a été députée de l'AfD à Hambourg. Elle vit aujourd'hui en Russie, travaille comme journaliste et a été une femme en fuite. Bienvenue, Olga Petersen. Bonjour Patrick. Comment c'est une brave fête à l'époque? Oui, c'était bien sûr une décision très spontanée, et ça arrive souvent comme ça dans ce genre de situation imprévue de la vie. Mais évidemment, il y avait une histoire avant, c'est clair. Ce n'est pas comme si je vivais tranquillement et que tout à coup on s'était mis à tirer autour de moi ou quelque chose du genre. Non. Cette fuite est partie d'un moment de calme, si on peut dire. Mais on voyait déjà les signes. C'était déjà en 2022 que cette lutte contre moi a commencé. Et je ne vais pas prétendre qu'avant ça, j'étais une députée particulièrement populaire. J'avais déjà eu pas mal de frictions. On pourra en reparler plus tard, si vous voulez. Mais tu étais députée à la Bürgerschaft en 2022. Oui, j'ai été députée à la Bürgerschaft depuis 2020. Et c'est vrai, je suis vite devenue impopulaire. Forcément, parce que je me suis engagée pour les relations entre l'Allemagne et la Russie. Et puis aussi parce que j'ai toujours affirmé qu'il n'existe que deux sexes, masculin et féminin. Tout le reste, ce sont des variations d'ordre physiologique ou psychologique et ainsi de suite. Donc, oui, il y avait déjà un certain potentiel de conflit. L'escalade est arrivée au début de l'année 2022 avec le début de l'opération spéciale. À ce moment-là, une délégation ukrainienne est venue au Parlement, à la Bürgerschaft de Hambourg, et la présidente nous avait recommandé de les accueillir par une ovation debout. À ce moment-là, tout le monde s'est levé, sauf une députée, sauf moi. Je ne l'ai pas fait. Cette démonstration exigeait d'un soi-disant respect. Il s'agissait évidemment d'obtenir de belles images, et ces images, je ne les ai pas fournies. Je suis restée assise. J'étais d'ailleurs la seule députée à rester assise. Et je dirais qu'à partir de là, une sorte d'opération spéciale a commencé contre moi au sein du Parlement d'Hambourg, pas seulement de la part du système, mais aussi probablement à cause de luttes de pouvoir internes à l'AfD. Et puis, ce qui n'était pas négligeable non plus, c'est que la Fédération régionale de Hambourg est malheureusement très russophobe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes relations avec la Russie n'ont pas seulement été critiquées, elles ont aussi été réellement sanctionnées. C'était en 2021, quand j'étais observatrice électorale, à l'époque des élections à la Douma. Tout contact avec la Russie était sanctionné, critiqué. Il y a eu des avertissements contre lesquels j'ai réagi. Ils ont ensuite dû être retirés. On avait déjà essayé auparavant de m'exclure du parti. Ça n'a pas marché. L'exclusion n'a réussi que quand j'avais quitté le pays, quand je ne pouvais plus physiquement me défendre. Mais on avait déjà essayé avant à plusieurs reprises.
Je dirais que la limite de tolérance, disons, de l'AfD de Hambourg concernant ma proximité avec la Russie a été atteinte quand je suis allée en mars 2024 en Russie comme observatrice électorale. C'était pour l'élection présidentielle. À ce moment-là, j'avais donné une interview à RT22 et aussi à la chaîne Zvezda. Quand on m'a demandé comment j'évaluais la situation sur place dans les bureaux de vote, j'ai simplement répondu honnêtement ce que j'avais vu. Et ce que j'ai vu, c'est que l'élection s'est déroulée de manière libre, démocratique et transparente et que je n'avais constaté aucune infraction. Et alors que j'étais encore à Moscou, j'ai reçu de la part de l'AfD de Hambourg la demande de retirer cette déclaration. Je pensais que l'AfD était un parti qui cherchait aussi la paix avec la Russie. On peut en parler, mais pas agir. Le dernier exemple montre bien. Un collègue de Hambourg, Robert Rich, est parti à Saint-Pétersbourg pour nouer des contacts personnels. Il a surtout eu l'occasion de rencontrer Dugin pour travailler sur les relations entre l'Allemagne et la Russie et, disons-le franchement, pour éviter une troisième guerre mondiale. Parce que si on y réfléchit, ce ne serait pas une troisième guerre mondiale, ce serait la dernière que l'humanité connaîtrait. Et pour empêcher cela, certains collègues s'engagent encore, ceux qui ont le courage de le faire. Mais dès que cela devient public, comme dans le cas de Robert Rich, on exclut aussitôt le jeune homme du groupe parlementaire. On essaie de l'exclure du parti et on essaie aussi de lui retirer son mandat. Et c'est exactement ce qu'on m'avait fait à l'époque. On m'avait donné un ultimatum pour que je retire cette déclaration. Quand je suis revenue, on a encore négocié avec moi. Apparemment, avec Robert, ils ne l'ont même plus fait. Donc pour moi, la situation était encore un peu plus simple. On m'avait laissé la possibilité, en quelque sorte, de changer d'avis. Comme si, en Russie, je n'avais pas eu le courage de dire la vérité. Et que maintenant, dans l'Allemagne libre et démocratique, de mon plein gré, sans que personne ne m'y oblige, j'aurais dû dire comment les choses se seraient soi-disant passées, à savoir que l'élection n'était pas libre et tout le reste. Pourquoi tout ça? Eh bien, parce qu'à l'époque, Olaf Scholz n'avait pas reconnu l'élection de Vladimir Vladimirovitch. Autrement dit, il ne le considérait pas comme le président légitime de la Fédération de Russie. Et moi, à l'époque, j'avais expliqué sur Russia Today, Allemagne, que cette élection avait été libre, démocratique et transparente. Ensuite, il y a eu, par exemple, une question de la part de RT, du genre « Est-ce qu'on est un peu responsable du fait que vous ayez été poursuivi en Allemagne à cause de ça ?» Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. La seule chose qui distinguait RT2 à l'époque, c'est qu'il diffusait absolument tout, peu importe ce qu'on disait. Ce n'est pas RT2 qui était, en quelque sorte, responsable de ce que j'ai dit, c'était simplement mon opinion. Et RT2 diffusait librement toutes les opinions. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ensuite été sanctionnés, voire interdits en Allemagne. Quand je suis rentrée, ou plutôt déjà quand j'étais encore à Moscou, on m'a conseillé de ne pas revenir en Allemagne. On m'a dit que c'était trop dangereux. Mais je devais rentrer parce que 3 de mes 4 enfants étaient encore là-bas. J'en avais un avec moi à Moscou, mais les autres étaient toujours à Hambourg. Je suis donc rentrée. Et comme il s'est avéré par la suite, tout l'appareil de l'état de droit s'est alors retourné contre moi. On m'a exclu du groupe parlementaire et on a même essayé de m'exclure du parti. La machine de propagande, disons-le comme ça, qui s'est mise en marche contre moi, a pris une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Parce que je me disais toujours, mais enfin, qui suis-je? Une simple députée régionale, voilà tout. Je ne représente aucune menace pour la démocratie allemande, vraiment pas. Je ne veux pas me sous-estimer, mais je reste réaliste. En tant que petite députée régionale, je ne peux pas être un danger pour l'Allemagne. Pourtant, pour une raison ou une autre,
peut-être le désir de faire un exemple, on a saisi cette occasion, cette possibilité qu'offrait, disons, le système allemand. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment me coincer, qu'on ne pouvait ni m'acheter ni me faire chanter, on a choisi un autre moyen. Un moyen qui, pour tout parent, pour toute personne qui a des enfants, est à la fois courant, mais extrêmement douloureux. On s'en est pris en quelque sorte à mes enfants. Au fil des années, dans ce système, on ne se fait pas seulement des ennemis, on se fait aussi des amis. Et c'est par eux que j'ai appris qu'il existait un dossier sur moi au service de la jeunesse et quelles idées se cachaient derrière, quel était, disons, le but de tout ça. En résumé, on voulait simplement me rendre la vie aussi difficile que possible. Et le moyen le plus efficace pour y parvenir, c'est de retirer les enfants à un parent. On ne voulait pas les démolir, cela. Je pars du principe que oui, les parents deviennent plus enclins à coopérer quand on leur retire leurs enfants et qu'on s'en sert comme moyen de pression contre eux. Une forme de chantage. Exactement. Et c'est une forme de chantage qui marche, bien sûr, avec la plupart des parents, parce que où sommes-nous les plus vulnérables en tant que parents? À travers nos enfants. Quand j'ai compris ça, j'ai su qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Il fallait que je fasse sortir mes enfants du pays. Alors on a fait nos bagages, j'ai pris seulement ce qu'on pouvait porter nous-mêmes. Un sac à dos de vêtements par personne. Heureusement, c'était l'été. Et j'ai dit, chaque enfant peut emporter un petit sac, avec les choses les plus importantes, un jouet, quelque chose, un petit sac, juste ce qu'on peut porter nous-mêmes. Parce que je ne savais pas comment on allait passer la frontière. Je ne savais même pas si j'étais encore autorisée à quitter le pays, si j'allais pouvoir sortir, tout simplement. Puis on est parti, on a roulé jusqu'à la frontière entre l'Estonie et la Russie. Et c'est là que j'ai appris que je ne pourrais pas sortir. La jeune femme à l'accueil n'a pas pu m'expliquer pourquoi. Elle m'a seulement dit « Je suis désolée, je ne peux pas vous admettre ici ». Alors je me suis tournée vers mes amis, vers les journalistes, parce que j'espérais que l'attention des médias me protégerait au moins un peu contre l'arbitraire total du service de la jeunesse ou de la justice. J'ai donc prévenu les journalistes que je connaissais, je leur ai expliqué la situation et je leur ai demandé de relayer l'information au cas où quelque chose se passerait. C'est comme ça qu'un de mes amis journalistes m'a dit « Olga, j'ai de bons contacts, je vais te les transmettre. Ces gens vont t'aider. » Et ils m'ont vraiment aidé. Au total, il a fallu 5 jours avant qu'on puisse enfin sortir. Et c'était la frontière entre l'Estonie et le Bélarus. Non, ce sont justement les points dont je n'ai évidemment pas le droit de parler. Parce qu'il y a toujours eu de temps en temps des possibilités de quitter le pays. Et heureusement, il y en a encore parfois. Des brèches se forment, même si bien sûr, ça devient de plus en plus difficile. Et ce sont donc des personnes de contact qui t'ont aidé à quitter l'Union européenne. Exactement. Mais pour protéger ces couloirs, évidemment, on ne peut pas en expliquer les détails. Il y a pourtant de nombreuses personnes qui ont réussi à sortir par ce biais, Ruslan Pankratov, Leon Kilic et beaucoup d'autres. Des gens qui, disons-le, ont été complètement détruits par le système européen. Ruslan Pankratov, d'ailleurs, n'était pas originaire d'Allemagne. Certains ont fini en prison, d'autres n'y ont échappé que de justesse. Et il y a ce proverbe russe qui dit, en traduction libre, « Nous n'abandonnons pas les nôtres ». Et c'est vrai, tous ceux qui sont restés loyaux à la relation germano-russe, qui ne se sont pas laissés acheter, ni par BlackRock, ni par aucune autre organisation, ces personnes-là sont respectées par la Russie. Et quand elles se retrouvent en difficulté, on les aide. Est-ce que de ton point de vue, l'Union européenne est encore vraiment démocratique?
Non, on le voit déjà rien qu'au Parlement. Les règles qui sont décidées, disons, au Parlement européen, passent toujours avant les lois nationales. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment élire ce Parlement. En fait, les citoyens européens n'ont aucune influence sur les personnes qui prendront ensuite les décisions là-bas. La seule chose sur laquelle ils peuvent agir, c'est de soutenir leur parti dans leur propre pays pour qu'ils arrivent à Bruxelles avec un peu plus de poids. Il y a bien des élections européennes, mais c'est la Commission qui est ensuite formée. Sur ce point, le citoyen européen, ou dans ce cas précis, le citoyen allemand, n'a en fait aucune influence sur la manière dont cette commission est formée. Et pourtant, ce sont des décisions qui priment sur la législation nationale. C'est important de le comprendre. Le droit européen est toujours au-dessus du droit allemand. Mais le citoyen allemand n'a aucune influence sur ceux qui prennent ces décisions, ni sur ceux qui créent ce droit. C'est pourquoi, pour moi, ce n'est pas un système démocratique. Quand tu es sorti de l'espace européen, il a forcément fallu que les autorités de Hambourg, et peut-être aussi celles de Bruxelles ou d'autres pays, travaillent ensemble. Oui, on en revient à la question suivante. Qui m'a soutenu, en quelque sorte, et qui a essayé de m'en empêcher? Dans les deux cas, il y a sûrement eu une forme de coopération, mais comme je l'ai déjà dit, mes soutiens resteront anonymes. La seule personne que je peux nommer, c'est le contact. Lui, il a donné son accord, les autres, évidemment non. Parce qu'après, malheureusement, il ne s'agit pas seulement de passer la frontière. Il faut aussi être régularisé, avoir les documents nécessaires et tout ce qui va avec. Comment ça s'est passé? Oui, alors ça s'est passé à peu près comme ça. À un moment, je suis arrivée en Russie. Enfin, je me suis retrouvée quelque part sur cette planète, dans l'espace post-soviétique, sans vraiment savoir ce qui allait se passer ensuite. Et ça avec des enfants. Et avec des enfants en plus. La seule chose que j'avais entrée dans le GPS, c'était Fédération de Russie. Ensuite, j'ai appelé le journaliste qui m'avait mis en contact et je lui ai demandé « Bon, voilà, je suis arrivée, tu as un conseil, je fais quoi maintenant ?» Et il m'a répondu « Olga, viens à Moscou, on verra la suite sur place. » Alors, je suis allée à Moscou et là, bien sûr, a commencé ce que j'appellerais le défi de la bureaucratie. Alors tu es allé à Moscou en voiture? Ich war ja mit dem Auto unterwegs, also mit meinen Kindern da drin, mit dem Hund. Wir hatten noch einen Hund mitgenommen, die Kinder haben gesagt, der Hund kommt mit. Und so sind wir dann irgendwann in Moskau, ja, es war schon mitten in der Nacht angekommen, mit den Kindern und einem Hund. Dann bin ich in das erste Hotel rein, da haben die gesagt... Je suis donc entrée dans le premier hôtel et là on m'a dit les passeports allemands, on ne les accepte pas, du moins pas sans une sorte de garant, mais ils m'ont tout de suite aidé à trouver une chambre d'hôtel ou un autre logement. Il faut dire que les mesures de sécurité en Russie sont très strictes et quand on a, disons, des papiers manquants, c'est compliqué d'avancer. Donc, à un moment, j'ai dû d'abord récupérer mes documents. Et c'est là que la vraie difficulté a commencé. La bureaucratie russe. Elle est en partie simplifiée grâce à la numérisation, ce qui en Allemagne manque encore. Donc, les administrations qu'on doit aller voir en personne, oui, il faut vraiment y aller, on y obtient les documents nécessaires. Et tout ça fonctionne plutôt vite, à condition de savoir où aller. Le plus long, c'est souvent de trouver le bon endroit. Après, le reste se fait en ligne. Et puis à un moment, les choses ont continué aussi pour moi, bien sûr. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Il faut un logement, il faut inscrire les enfants à l'école, il faut des papiers d'identité valides, un titre de séjour.
Tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer. Da kommt einiges zusammen, aber wie gesagt, das ist alles lösbar. Il y a pas mal de choses qui se cumulent. Mais comme je l'ai dit, tout ça peut se résoudre. Quand on veut, on peut. Mon plus gros problème, c'est plutôt de quoi vais-je vivre. Parce que j'étais pas, disons, la première députée en fonction à être partie d'Allemagne pour aller en Russie. Il y en a eu avant moi. Dans les années 30, il y a eu quelques communistes qui ont quitté l'Allemagne pour la Russie. Mais à l'époque, moi, je me présentais encore dans ma circonscription, et là, ils n'ont pas eu le temps, à si court terme, de me rayer de la liste. Et comme j'avais survécu jusqu'à l'élection, ce que cette fois certains collègues de l'AfD n'avaient pas réussi lors des 2 élections municipales, eh bien, moi, j'étais encore en vie à ce moment-là. Du coup, pour mes collègues, c'était compliqué de me rayer de la liste. Et même si ça peut paraître incroyable, j'ai vraiment été la première députée allemande à être réélue en son absence. J'ai ensuite obtenu un mandat direct et je me suis retrouvée du jour au lendemain de nouveau au Parlement. 40% ou plus à Harburg, dans ta circonscription. Dans mon bureau de vote, pas dans ma circonscription, vraiment dans mon bureau de vote. Oui, là j'avais obtenu environ 40%. Et dans les bureaux voisins aussi, des résultats bons à très très bons. Quand les résultats finaux sont arrivés, il y a eu ce grand moment de surprise. J'étais arrivée 3e dans ma circonscription à Harburg et j'avais donc été élue directement. Et à ce moment-là, on ne savait pas trop quoi faire de moi. Et c'était la première fois dans l'histoire de l'Allemagne que le Parlement de Hambourg devait se réunir et voter pour retirer à une députée ses droits, en fait, pour lui retirer son mandat. Des collègues russes, alors moi, personnellement, je ne leur ai pas parlé directement, mais par d'autres contacts, m'ont demandé si c'était vraiment possible. S'il était vraiment possible de se débarrasser d'une députée élue, quasiment élue directement, simplement par un vote au Parlement, comme ça, en quelque sorte d'un simple geste. J'ai aussi mes doutes là-dessus. On peut peut-être lever l'immunité dans les cas de crimes graves. C'est exactement ce qu'on a fait avec moi aussi. C'est un moyen pour arriver à ses fins, rien de plus. Mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose. On fait la même chose avec Björn Höcke, encore et encore. Je crois même que c'est lui qui détient le record, au sein de l'AfD, du plus grand nombre de levées d'immunité. À un moment, j'ai dit à Björn, « Attention, je vais te faire concurrence. » Non, mais sérieusement, pour moi, c'était la première fois. C'est donc un précédent. Ça n'était encore jamais arrivé avant. Et d'ailleurs, il n'y avait encore jamais eu de cas où une députée se trouvait à l'étranger. Et bien sûr, à un moment, une petite voix venue d'Allemagne s'est fait entendre, du genre « Ce n'est pas si grave, rentrez donc. Vous avez toute l'attention sur vous, il ne vous arrivera rien. Cette attention vous protège, en quelque sorte. » Honnêtement, je n'ai pas envie de vérifier ça. Parce que sur place, je serais vulnérable au chantage. En Russie, j'ai la possibilité de dire et de faire ce que je veux, tant que c'est dans le cadre de la loi, évidemment, sans qu'on puisse me faire pression à travers mes enfants. Personne ne me dicte ce que j'ai le droit de dire ou non. En Allemagne, on a essayé de le faire et de manière très directe. On a essayé de me retirer les enfants. C'est vrai, il y en a eu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu le dossier du service de la jeunesse. Je ne sais toujours pas ce qu'il contient. Des journalistes qui apparemment y ont eu accès ont parlé de négligence envers mes enfants. Sont-ils livrés à eux-mêmes? Dieu merci, non. Quand j'en ai parlé à mes enfants, et les plus grands sont, disons, déjà capables de raisonner, donc l'aîné a 24 ans, bientôt 25, puis 16,
13 et 10, les plus grands, eux, ont juste éclaté de rire. Ils n'avaient plus vraiment d'arguments, ni pour ni contre. Ils ont simplement dit « Avec tout le respect, dans une famille, il n'y a pas de problème, sauf si quelqu'un essaie d'en créer. » Et c'est exactement ce qu'on a tenté de faire. On a voulu créer des problèmes à la famille. Et les plus jeunes, il faut le dire aussi, les plus petits, j'avais encore l'espoir de pouvoir passer la frontière entre l'Estonie et la Russie et de quitter le pays librement, en conduisant moi-même. On avait dit aux plus petits qu'on partait en vacances, aux voisins et à tout le monde aussi. On avait dit qu'on partait en vacances parce qu'on ne savait pas vraiment comment la situation allait tourner. Et je dirais que, au plus tard, le 3e jour, quand on a dû se cacher quelque part dans les pays baltes, les enfants ont dit « Maman, ces vacances, c'est pas très amusant. » Parce qu'ils avaient évidemment pas compris. Ils étaient plutôt habitués à des vacances, disons, à bronzer sur une plage en Turquie. Et là, tout à coup, ils se retrouvaient dans une forêt, à attendre dans la voiture. Mais je leur ai dit « Il faut qu'on arrive et après, tout ira bien. » Quand on a passé la frontière, ma fille aînée voulait tout de suite dire aux plus jeunes que c'était un aller simple. Alors je lui ai dit « S'il te plaît, je n'ai pas dormi depuis 5 jours. Laisse-moi fermer les yeux une demi-heure et après je vous expliquerai toute la situation. » On prend la route, on conduit tranquillement. C'était en fin de matinée. Et là, ma plus jeune fille et mon plus jeune fils voient des enfants dehors, en train de se promener, et ils me demandent « Maman, pourquoi ces enfants sont dehors? Pourquoi ils ne sont pas à l'école ?» Alors je leur ai expliqué, en Russie, les vacances d'été durent 3 mois, tout l'été en fait. Donc les enfants n'ont pas à école pendant cette période. Et puis ma plus jeune fille a dit « Oh, c'est génial! Alors moi aussi je veux rester ici. » Et l'aîné a répondu « Oui, toi aussi tu restes, t'inquiète pas. » Là je me suis dit « D'accord. » J'étais donc en quelque sorte obligée d'expliquer la situation à mes enfants. Les plus jeunes ont été bouleversés pendant un instant, bien sûr, surprises. Elles se demandaient qu'est-ce qui va se passer maintenant dans leur vie. Parce que hier soir, elles se sont endormies comme les enfants d'une députée et ce matin, elles se sont réveillées en plein milieu de la Russie, sans foyer. Qu'est-ce qui arrive à leur vie là, tout de suite? Et c'est ma fille aînée qui a trouvé les mots justes. Elle a dit qu'est-ce qui compte le plus? Le plus important, c'est que la famille reste unie. Et elle a ajouté, maman a réussi ça, donc elle a tout bien fait. Comment les enfants ont-ils réussi à garder les pieds sur terre dans cette nouvelle réalité qu'est la Russie? Les premiers jours ont été remplis de nouvelles impressions, de découvertes, de choses qu'on n'arrivait même pas à saisir. Par moments, on ne comprenait pas vraiment ce qui nous arrivait. Il fallait d'abord, en tant qu'être humain, prendre le temps de réaliser tout ça. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à mettre un peu d'ordre dans tout ça, à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de notre vie? Comment on va continuer? De quoi vais-je faire vivre ma famille? Parce que j'étais la seule à travailler, la seule à rapporter un revenu. Alors comment faire? Les enfants doivent aller à l'école. Ils doivent recevoir une éducation. J'ai assez vite trouvé une école, l'école BRICS. C'est une école internationale des pays du groupe BRICS. Ils enseignent en partie en anglais, mais aussi en russe. Pour simplifier un peu les choses à mes enfants, je les ai d'abord inscrits dans cette école, histoire qu'ils soient pris en charge. Plus tard, on s'est dit, bon, les enfants doivent aussi apprendre le russe. Pas seulement le russe parlé au quotidien, mais un russe solide, professionnel, pour qu'ils puissent plus tard suivre une vraie formation dans ce pays. Donc, il leur faut un bon niveau de russe. Après avoir fait appel à des professeurs particuliers, j'ai finalement décidé d'inscrire les enfants dans une école publique tout à fait normale. Aujourd'hui, ils vont dans une école tout à fait normale.
Il y a aussi la possibilité de suivre les cours à la maison ou en ligne. Ça veut dire que quand je suis en déplacement, et je le suis très souvent, dans le Donbass ou dans d'autres régions, là où je peux emmener mes enfants avec moi, je le fais volontiers. Et dans ces cas-là, ils peuvent suivre les cours en ligne. Pourquoi ça fonctionne aussi bien en Russie? Parce que c'est une pratique qui existe depuis des années, voire des décennies. C'est un système bien rodé qui a été perfectionné au fil du temps. En Allemagne, on a eu ce problème pendant la période du Covid, quand on s'est soudain rendu compte qu'on n'avait que l'enseignement en présentiel et rien d'autre. En Russie, il existe vraiment tout un éventail de possibilités pour choisir comment on veut instruire son enfant. Et nous, comme je l'ai dit, on a trouvé l'option qui nous convient le mieux. C'est une école publique tout à fait normale, mais avec la possibilité de suivre certains modules en ligne. Parce qu'en Russie, il n'y a pas d'obligation stricte de présence à l'école, ou du moins c'est quelque chose qu'on peut organiser. Et comme je travaille, disons, dans le domaine du journalisme, je peux emmener mes enfants avec moi et ils peuvent suivre leurs cours en ligne. Mais grâce à notre présence là-bas, quand nous sommes à Moscou et que les enfants vont à l'école, ils ont eu la possibilité de se faire des amis, de créer des liens. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'au bout d'un an, ils ont réussi à se construire un cercle d'amis international autour d'eux. Ils ont trouvé leur place. Ça rend l'arrivée dans un nouveau pays beaucoup plus facile. Dans ce groupe, il y a des enfants venus d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande, d'Irlande, du Danemark, de Hongrie, de Serbie. J'espère que n'oublie aucun des pays d'où viennent l'ami. Peut-on dire qu'il existe aujourd'hui à Moscou une sorte de colonie d'exilés venus d'Europe de l'Ouest? Je n'appellerais pas ça une colonie, parce qu'en fait, nous venons pour une bonne part, ou même pour la plupart, de différents pays européens, ou parfois de pays non européens, mais disons de pays marqués par la culture occidentale. Ce qui nous unit, c'est un destin commun. Nous avons dû quitter notre patrie, ou le pays que nous avions choisi pour y vivre, parce qu'il était devenu impossible d'y rester, pour une raison ou une autre. Si on regarde, par exemple, Thomas Rupper, qui figure maintenant même sur la dernière liste de sanctions, ou Alina Lip, et bien d'autres encore, ce sont des gens qui ont perdu leur patrie, qui ont perdu leur famille. Et à ce moment-là, peu importe qu'on vienne directement d'Allemagne ou des Pays-Bas, on se retrouve d'abord seul ici. Puis petit à petit, on se regroupe avec des gens qui ont vécu à peu près la même chose, peu importe le chemin. Certains, comme nous, sont venus par la route, en voiture, une sorte de fuite, presque dramatique, je dirais. D'autres sont arrivés en Russie simplement par curiosité, sont tombés amoureux du pays et ont décidé d'y rester. La course une chose, nous relie tous. Nous sommes arrivés en Russie, un pays vraiment accueillant, mais les gens ici ont du mal à comprendre ce que nous avons vécu. Entre nous, en revanche, on peut se soutenir parce qu'on a traversé les mêmes choses. C'est comme ça qu'une amitié s'est formée tout de suite et je vois que, pour beaucoup, elle dure depuis des années. Je parle parfois avec des personnes qui sont venues en Russie dans les années 90. Elles me disent aussi que, dans cette diaspora internationale, on peut vraiment compter les uns sur les autres. Nous n'avons pas reçu autant d'aide de la part des Allemands en Allemagne que celle que nous recevons ici en Russie. Dans l'Union européenne et surtout en Allemagne, on présente la Russie comme une dictature. Et maintenant, tu me dis que les libertés sont restreintes dans l'Union européenne. L'Allemagne n'est plus une démocratie depuis longtemps. Depuis longtemps déjà, c'est une démocrature. La seule différence avec une dictature, c'est qu'on peut encore aller voter.
Mais ce qu'on voit de plus en plus souvent, y compris en Allemagne, parfois même ouvertement, c'est ce que Staline disait autrefois. Ce qui compte, ce n'est pas comment on vote, mais comment on compte les voix. On l'a bien vu lors des dernières élections fédérales, avec Sarah Wagenknecht. On a recompté, et soudain, on a découvert qu'il y avait encore quelques milliers de voix en plus. Et maintenant, il lui manque à nouveau quelques milliers de voix. Alors, on a arrêté de compter. Elle essaie bien sûr de faire valoir ses droits et demande un nouveau dépouillement. Je ne pense pas que ça va vraiment marcher, parce que ceux qui sont désavantagés par cette décision, ce sont justement eux qui doivent décider s'il faut recompter ou pas. Donc, j'ai bien peur que ça n'aboutisse pas. Mais en fait, ce genre de situation existait déjà avant. En 2020, je crois, c'est la première fois que j'ai été vraiment surpris de voir ce qui pouvait se passer en Allemagne. À l'époque, en Thuringe, le ministre-président avait été élu et c'était un ministre-président du FDP. Ce n'était pas quelqu'un de l'AfD ni d'un autre parti qui, disons-le comme ça, est poursuivi par l'état de droit, comme l'AfD, que les services de protection de la Constitution essaient sans cesse de classer d'une certaine manière, et ainsi de suite. C'était le FDP, donc un parti qui plus tard a même été intégré à la coalition du feu tricolore. Mais à l'époque, Merkel avait, disons, envoyé un message depuis l'Afrique en disant que cette élection devait être annulée et refaite. Et aussitôt, on a revoté. Et là, c'est de nouveau la gauche qui est arrivée en tête avec l'accord de la CDU. Il faut le préciser. Aujourd'hui, Merz parle d'un cordon sanitaire vis-à-vis de l'AfD. Mais il y a eu autrefois aussi un cordon sanitaire contre la gauche. Simplement, il n'a existé ou été appliqué que quand cela servait les intérêts de la CDU. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, que j'ai vu de mes propres yeux ce qui pouvait se passer dans l'état de droit allemand. Des choses que je croyais jusque-là impossibles. Wat jij sting jurist daar, où est-ce que tu te le plus libre? En quoi libre? Libre dans le sens où tu peux vivre selon tes propres choix, agir comme tu le souhaites et mener une vie vraiment autonome. Oui, je dois malheureusement dire aussi attaché que je sois à l'Allemagne que c'est la Russie. Dirais-tu que tu es une patriote? Oui, mais moi je suis une Allemande de Russie, une patriote allemande de Russie. Et je dirais même que c'est presque devenu une nationalité à part entière aujourd'hui. Avec toute cette histoire, toutes ces expériences que les Allemands de Russie ont vécues, ils sont devenus un peuple à part. Et dans chaque cœur d'Allemands de Russie, raisonnable, battent toujours deux âmes. L'une est allemande, disons par les gènes, et l'autre est russe, par l'histoire familiale. Parce que les Allemands de Russie sont très liés à la Russie, ils y ont vécu pendant des siècles. En partie, bien sûr, il y a eu des mariages mixtes avec des Russes, des familles qui se sont unies, et ainsi de suite. Pour moi, personnellement, la Russie et l'Allemagne resteront toujours comme une mère et un père. C'est toujours la mère Russie et l'État-père allemand. Et ça ne changera jamais. Je ne veux pas non plus que ces deux pays soient montés l'un contre l'autre. Pour moi, c'est essentiel que les relations germano-russes atteignent un niveau où l'on puisse se serrer la main d'égal à égal, où l'on puisse coopérer sur un pied d'égalité sur le plan culturel comme économique. Parce que, à mon avis, l'Allemagne en a même plus besoin que la Russie. Y a-t-il encore une chance de revenir au statu quo d'avant, à la période d'avant la guerre, celle d'un partenariat énergétique entre l'Allemagne et la Russie, d'un partenariat culturel? J'espère bien. Moi, personnellement, je suis prêt à m'engager pleinement, peu importe où je me trouve. Je l'ai fait en Allemagne et maintenant je le fais en Russie, parce que c'est important.
C'est important que ces deux pays travaillent ensemble, en combinant les capacités allemandes pour le développement, disons, et les ressources russes. Ensemble, on serait imbattable à l'échelle mondiale. Personne ne pourrait rivaliser avec nous, mais on se laisse sans cesse diviser. Et c'est justement ça que je veux empêcher, qu'on nous divise. Qui sont les diviseurs? Ceux qui profitent des guerres. Et quand ils en ont eu assez de monter les musulmans les uns contre les autres, ils ont commencé à dresser les Slaves entre eux, parce que les Ukrainiens et les Russes sont tous deux des peuples slaves. Ils étaient tellement proches qu'ils formaient autrefois un seul pays. Et même les familles sont encore très liées entre elles. Mais à un moment donné, on a commencé à radicaliser les gens en Ukraine, une minorité seulement. Moi, en tant qu'Allemande d'origine russe, j'ai le droit de faire ce parallèle. Dans les années 30, tout n'était pas nazi non plus, c'était une minorité. Mais cette minorité a fini par entraîner les autres. Et ceux qui ont eu le courage de parler ont dû quitter le pays. Malheureusement, c'est aussi ce qu'on voit de nouveau en Allemagne. Ceux donc qui parlent de paix, à l'AfD, on a le droit de le faire. Il ne faut simplement rien faire pour que ça arrive. Dès qu'on s'engage vraiment à favoriser la compréhension entre nos deux peuples, on se fait sanctionner par son propre parti. Tu connais bien l'intérieur de l'AfD. Est-ce que les transatlantiques sont en train de prendre le dessus? Au niveau communal, non. Là, il y a encore des voix sincères, des gens qui veulent vraiment défendre les relations entre l'Allemagne et la Russie. Mais dès qu'on passe au niveau régional, ça devient déjà plus compliqué selon les fédérations. Il y en a encore quelques-unes qui s'intéressent sincèrement à une amitié germano-russe. Par contre, dès qu'on arrive au niveau de Berlin, je ne dirais pas que ça se raréfie, je dirais qu'il n'y en a plus du tout. Et donc, quand Alice Weidel parle de maintenir une amitié ou des relations amicales avec la Russie, je me demande avec qui elle compte faire ça, puisqu'elle est entourée uniquement d'atlantistes. Je ne dis même pas qu'elle est malhonnête à ce moment-là. Je me demande juste avec quelle équipe veut-elle s'y prendre. On peut bien sûr se demander si, avec les chiffres actuels dans les sondages, l'AfD est un parti qui pourrait participer à une coalition après les prochaines élections fédérales. Et selon toi, est-ce que l'AfD va alors se tourner vers le camp transatlantique, un peu comme Madame Meloni en Italie, qui est partie à Washington et en est revenue transformée? Bien sûr, l'AfD veut devenir apte à gouverner, et on peut le comprendre, dans une certaine mesure. Parce que, pour le dire franchement, ils en ont bavé pendant des années, et maintenant, ils veulent enfin goûter à la mangeoire. Et je crains qu'il n'y ait même pas besoin d'élections ni de coalition pour ça. La plupart d'entre eux, surtout Alice Weidel, sont désormais pro-OTAN, pro-occidentaux. Et je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire de les intégrer vraiment dans ce système occidental, parce qu'ils y sont déjà bien installés. Les voix qui existent encore au niveau régional, celles qui s'intéressent vraiment aux relations bilatérales entre nos deux pays, la Russie et l'Allemagne, eh bien, je ne sais pas ce qu'il va advenir d'elles, ni comment on va les traiter. L'un des rares dont je sais encore qu'il est sincèrement et sérieusement attaché à de bonnes relations avec la Russie, c'est Björn Höcke. Alice Weidel ne peut pas l'ignorer, même si elle a essayé à plusieurs reprises. Elle a donc probablement fini par s'arranger avec lui. Quant à ce qui va lui arriver, j'espère qu'à ce moment-là, il sera assez fort et assez influent pour survivre lui aussi à cette épuration de l'AfD. Alors bien sûr, le fameux cordon sanitaire que le cartel des partis au pouvoir a érigé contre l'AfD, c'est en réalité l'assurance vie de ce même cartel. Est-ce que ce cordon doit disparaître?
Bien sûr, Merz a mis en place ce cordon sanitaire, mais il faut aussi dire que Merz, à l'époque, avait promis qu'il y en aurait un. Il avait promis que ce cordon sanitaire existerait et qu'il tiendrait. En partie, je trouvais même cette barrière plutôt positive, parce qu'elle a permis à l'AfD de se développer en interne, sans être trop influencée de l'extérieur, si on veut. Mais il avait aussi promis de réduire de moitié les résultats de l'AfD grâce à sa bonne politique de fond. Et aujourd'hui, l'AfD est plus forte que jamais. Je pense que le fameux cordon sanitaire tiendra seulement jusqu'au jour où le peuple votera un résultat, disons-le comme ça, qui ne laissera plus d'autres configurations possibles. À ce moment-là, on se tournera aussi vers l'AfD. Il ne faut pas oublier non plus que dans les Länder de l'Est, l'alliance de Sarah Wagenknecht a aussi un poids non négligeable. Et elle a déjà laissé entendre qu'elle serait prête, le moment venu, à envisager une coalition avec l'AfD. Et là, bien sûr, les partis établis sont complètement écartés. Tu es journaliste ici en Russie et tu as aussi été dans la zone de guerre, dans le Donbass. Comment les gens que tu as rencontrés là-bas voient-ils l'Allemagne aujourd'hui? Pendant des années, pendant des décennies même, les gens ont regardé vers l'Allemagne, je dirais, un peu comme vers un modèle. Pour eux, c'était vraiment un exemple éclatant d'une économie prospère, de bonnes relations économiques aussi sur le plan international. En Europe, c'était pour eux le berceau de la démocratie. Aujourd'hui, surtout après la politique étrangère féministe de Mme Baerbock, les gens ne sont pas seulement déçus, ils disent maintenant, en Europe, nous n'avons plus aucun partenaire vers lequel nous puissions nous tourner. Le dernier partenaire que nous avions, c'était justement l'Allemagne, à travers Kaliningrad et la Pologne. Et donc, les relations entre l'Allemagne et la Russie ont toujours eu beaucoup de valeur pour nous, parce que nous avons toujours eu le sentiment de nous enrichir mutuellement. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui compte pour vous, ou ce dont l'Allemagne est fière, la politique étrangère féministe, le drapeau arc-en-ciel sur le Bundestag et toutes ces autres choses, là, nous ne pouvons pas vous suivre. Nous ne nous y reconnaissons pas. Comment se fait-il que le pays des poètes et des penseurs en soit arrivé à déformer sa propre langue? Alors d'un côté, on a le langage inclusif, de l'autre, les couleurs de l'arc-en-ciel, et la Russie, elle, se tourne davantage vers des valeurs traditionnelles, la famille, la patrie, l'État. Est-ce que c'est devenu une guerre culturelle? Je pense que c'est un combat intérieur que chacun porte en lui. Vers quoi est-ce qu'on tend? Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Les Russes, eux, ont eu un moment de réflexion, ils se sont dit « stop, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ?» C'est ça le fondement, ce sont nos racines. C'est la foi en Dieu. C'est la famille, comme base de notre vie. En Russie, la plus petite cellule de l'État, c'est la famille. Quand je disais en Allemagne que j'ai 4 enfants, on me demandait souvent si j'avais d'autres passe-temps. Quand je dis ça en Russie, la plupart des gens me répondent « très bien, respect ». Quand je prends le train en Allemagne avec mes enfants, bon, ça fait un moment que je n'ai plus voyagé en train, mais dans les rares cas où je l'ai fait avec eux, j'ai souvent eu droit à des regards de mépris. On me jugeait comme une mère asociale, alors même que je suis députée en fonction. En revanche, quand je monte dans le métro en Russie avec mes enfants, les gens me laissent la place. Pas parce que mes enfants sont petits, mais parce que je suis une mère de famille nombreuse. Les élèves se lèvent, ils me cèdent leur siège. Bien sûr, à un moment, j'ai demandé un peu en plaisantant « Je parais si vieille ou si fatiguée que ça ?» Et ils m'ont répondu « Non,
mais avec autant d'enfants, c'est normal que vous puissiez vous reposer un peu. C'est une autre manière de voir les choses. Quand des enfants racontent à l'école qu'ils ont 2, 3 ou 4 frères et sœurs, en Allemagne, on leur dit souvent « Tes parents n'ont rien de mieux à faire ». En Russie, on leur répond plutôt « Oh, génial, tu as des photos de ta famille? C'est super, vous partez en vacances ensemble ?» On leur explique même « Vous savez que vous pouvez profiter gratuitement de séjours en famille, il suffit de faire la demande ici ou là. » Bref, les familles sont encouragées. Quand j'arrive avec mes enfants devant une longue file au supermarché, on me laisse volontiers passer. Dans le train aussi, on me cède une place. Et même dans les administrations, quand on se présente avec une famille nombreuse, on sent bien qu'on n'est pas forcément privilégié, mais qu'on nous facilite les choses, qu'on nous aide un peu à alléger les démarches. On vous dit oui, je remplis ça pour vous, je m'en occupe tout de suite. On sent une toute autre attitude envers les familles. On a vraiment l'impression, en tant que mère de 4 enfants, je ne veux pas dire qu'on est favorisé, mais en fait c'est bien le mot, c'est bien le terme, on est favorisé, alors qu'en Allemagne, les familles sont désavantagées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint l'AfD à l'époque. Parce que le parti disait qu'il nous fallait une culture de l'accueil pour nos propres enfants, ceux que nous mettons au monde, et non pas pour des étrangers analphabètes qui arrivent d'ici. Et en Russie, il ne faut pas l'oublier, nous sommes aussi des migrants, d'une certaine manière. In Russland sind wir ebenfalls Migranten, wenn man so will. Wir sind aus Deutschland gekommen. Nous, on vient d'Allemagne, mais ici, ça n'intéresse personne, parce que c'est un État multiethnique. On parle des tas de langues, des centaines même. Et ça ne pose aucun problème, tant qu'on se comporte correctement, tant qu'on respecte la loi russe. Ce qui est d'ailleurs assez remarquable. Quand on ne sait pas quelque chose, les gens viennent vers vous et disent « Écoute, chez nous, on fait comme ça. » Très gentiment, très poliment, on vous explique. On n'appelle pas tout de suite la police, ni les services sociaux, ni quoi que ce soit d'autre. On ne vous montre pas du doigt en disant « Regardez, les migrants ne savent pas se tenir ». Non, on vous indique simplement comment faire. Et je pense que c'est là qu'il y a un vrai combat culturel, en chacun de nous aussi. Se demander « Qu'est-ce que je veux ?» et « Comment est-ce que je veux vivre ?» zu sagen, was möchte ich? Wie möchte ich leben? Das war mal, Pour mieux l'illustrer, je vais donner un exemple. Un jour, j'ai regardé sur Internet un sondage social en Ukraine. On y demandait à de jeunes Ukrainiens « Pourquoi voulez-vous rejoindre l'Union européenne ?» Ils répondaient « Parce qu'en Europe, il y a la démocratie. » Bon, d'accord, mais c'est aussi entre vos mains d'avoir une démocratie dans votre propre pays. Officiellement, l'Ukraine était déjà une démocratie à ce moment-là. Donc, visiblement, ils n'étaient pas satisfaits de leur propre démocratie. Ensuite, il disait dans l'Union européenne, les gens se comportent mieux. En Allemagne, par exemple, les gens sont plus polis et plus aimables. Mais qu'est-ce qui vous empêche en Ukraine d'être polis et aimables les uns envers les autres? Personne. Oui, les rues sont plus propres. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas salir les vôtres? Faites vous-même le nécessaire pour garder de l'ordre. Ce n'est pas l'Union européenne qui va venir nettoyer vos rues. Chacun doit décider pour soi où il veut vivre et comment il veut y vivre. Garde ton environnement propre et sain. Garde aussi tes pensées claires. Aligne-toi sur les valeurs qui comptent vraiment pour toi, que ce soit le christianisme ou simplement des valeurs de base, comme le respect et l'estime des autres. Une fois qu'on a fait ce choix pour soi, on peut être heureux dans n'importe quel pays, tant qu'on ne se voit pas imposer autre chose de l'extérieur. Et c'est justement ce qui arrive de plus en plus en Allemagne. Quand tu regardes aujourd'hui le champ de ruines qu'est devenu l'Europe, la guerre en Ukraine, la guerre économique contre la Russie, et aussi ce conflit culturel, cette bataille de propagande, est-ce que tu penses qu'on peut recoller les morceaux? Qu'en dis-tu?
Bataille de propagande, tu l'as très bien dit. Une fracture s'est créée et elle vient justement de cette bataille de propagande. En 2014, même les médias allemands en parlaient encore. Ils expliquaient qui, dans le nouveau gouvernement de Kiev, avait pris place après qu'un gouvernement légitimement élu a été renversé. C'est un fait. Il y avait des tireurs d'élite, financés à l'époque par l'Europe. Ce n'est pas le gouvernement ukrainien de l'époque qui a fait tirer des snipers sur sa propre population. Et quand cette propagande a commencé à s'imposer de plus en plus, je le répète, en 2014, on pouvait encore le lire dans les médias allemands, c'est toujours visible sur Internet, on apprenait que des citoyens américains avaient trouvé leur place dans le gouvernement de Kiev, tout comme des représentants du bataillon fasciste Azov. Bataillon Azov Platz gefunden haben. Damals hatte man noch in Deutschland darüber gesprochen. Heute findet man nichts mehr darüber. À l'époque, on en parlait encore en Allemagne. Aujourd'hui, on ne trouve plus rien à ce sujet. Ces personnes sont maintenant qualifiées de patriotes radicaux. Et si on regarde ce que rapportent les médias allemands, on en parlait encore juste avant l'émission, eh bien moi, chaque matin, je m'inflige masochistement les infos d'Allemagne pendant mon petit déjeuner. Et dans ce même journal télévisé, quand je vois une présentatrice allemande expliquer que le régime russe agressif à Kiev aurait, disons, lâché quelques bombes, apparemment 10 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. 10 Personen verletzt, 2 davon schwer. In der gleichen Nachrichtensendung Dans le même journal télévisé, on rapporte qu'Israël a bombardé un certain nombre d'écoles dans la bande de Gaza et qu'un certain nombre d'enfants ont été tués. Puis, le présentateur en studio demande à la journaliste sur place « Mais pourquoi les gens ne fuient-ils pas ?» Et la journaliste sur le terrain répond très franchement, sans doute sans texte préparé. Elle dit simplement « Eh bien, d'abord, il n'y a nulle part où ils puissent aller, et ensuite, la plupart sont tellement affaiblis par la faim qu'ils ne peuvent même plus partir. » Elle dit ça, tout simplement, dans le même journal télévisé. Et pourtant, à la fin du journal, la conclusion, c'est toujours la même. Le Russe est méchant et agressif. Et Netanyahou, c'est notre partenaire. Et personne ne remet ça en question, même pas en Allemagne. Est-ce qu'on a vraiment désappris aux Allemands à penser? Et là, je me demande, comment peut-on espérer combler cette fracture si les gens sont à ce point dégradés qu'ils se contentent de ces petites bouchées d'informations, ces portions de nouvelles du journal télévisé, qu'ils consomment sans plus jamais se poser de questions, sans plus réfléchir par eux-mêmes. Les journaux d'aujourd'hui ou même ceux d'hier en sont pleins. Poutine cède, Poutine se rapproche en quelque sorte de Trump, il est prêt à discuter, prêt à coopérer. La question ici, c'est la suivante. Poutine a dit « Eh bien, il suffit qu'on intègre maintenant cette région comme un oblast à part entière dans la Fédération de Russie. » C'était le contexte. Non, le contexte était un peu, oui, comme tu l'as dit, Poutine a déclaré qu'il exigeait que Donetsk soit, en quelque sorte, libéré des forces ukrainiennes. Cette phrase que Poutine a vraiment prononcée a été reprise et on a dit « Poutine cède ». Mais on ne regarde pas la situation militaire actuelle. Louhansk n'a plus besoin d'être libéré. Louhansk est, je crois, libéré à 99,5%. Il y a encore quelques individus, de temps en temps, qui réussissent à franchir la frontière et à lancer, disons, certaines actions. Mais le territoire est libéré. Donc, Poutine ne réclame plus Louhansk. Il contrôle déjà cette région. Et Poutine ne réclame pas non plus Zaporizhia ou Kherson, parce qu'il a déjà créé le couloir qu'il voulait obtenir. Tout est à l'est, c'est la Tower Theme. Exactement. En quelque sorte, il a déjà atteint cet objectif. Donc il n'a plus besoin de le libérer, c'est déjà fait. Pourquoi demandait-il la libération auparavant ? Eh bien parce que la zone n'était pas encore libérée à ce moment-là.
Maintenant, il n'a plus besoin de le faire. Le seul endroit où les combats continuent encore, où tout n'a pas été complètement nettoyé, c'est Donetsk. C'est pour ça qu'il ne parle plus que de Donetsk et plus des autres régions. Ce n'est pas un recul, c'est simplement le constat que le reste a déjà été conquis. Et Kiev, Poutine n'a jamais voulu la prendre. Comment vois-tu les chances de paix? Je pense que les chances de paix sont très bonnes, à condition que les puissances occidentales, et surtout celles qui profitent de la guerre, arrêtent de s'en mêler. Ce qui m'inquiète, c'est que ces discussions qui ont lieu en ce moment entre Poutine et Trump, et qui vont de plus en plus dans le sens de la paix, soient de plus en plus sabotées. Par qui? Par l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la défaite de l'Ukraine serait aussi une défaite pour Merz et les autres. Pour von der Leyen aussi. Et pour tout cela, ils ont misé sur l'Ukraine. Que peuvent-ils dire maintenant à leurs citoyens? Comment Merz pourrait-il se présenter et dire « Oui, nous avons dû capituler. Il a presque fait de cette guerre sa propre affaire. » Est-ce qu'il pourra tout rejeter sur le bouc émissaire Zelensky? J'en doute fort. Si les va-t-en-guerre finissent aussi par dicter le ton en Allemagne, est-ce que tu pourrais imaginer revenir un jour en Allemagne? Ce que je souhaite, c'est qu'on ait en Allemagne un gouvernement qui pense d'abord au peuple allemand. Il n'a même pas besoin d'être pro-russe. Il suffit qu'il soit neutre. À partir de là, on pourra travailler sur les relations entre l'Allemagne et la Russie. On pourra aussi œuvrer à la réhabilitation de toutes ces personnes qui n'ont rien fait d'autre que d'apporter une aide humanitaire, par exemple dans le Donbass, comme Lian Kilinch. Oui, et alors on pourra, et c'est aussi mon souhait, voyager à nouveau librement d'un pays à l'autre. Bien sûr, en Allemagne, je n'ai pas seulement de la famille, j'ai aussi, disons, des lieux personnels chargés d'émotions qui me lieront pour toujours à ce pays. Il y a la tombe de ma mère, et puis c'est le pays d'où vient ma nationalité. Et ce que je souhaite avant tout, c'est qu'on comprenne une chose. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai tué personne, je n'ai rien volé. Tout ce que j'ai fait, c'est exercer en Allemagne ma liberté d'exprimer librement mon opinion. Et cela, apparemment, était déjà tellement malvenu que j'ai été traité comme un criminel. Olga Petersen souhaite aujourd'hui, dans cet entretien, un retour à la liberté d'expression en Allemagne et un gouvernement qui pense d'abord à son propre peuple. Merci beaucoup. Ici, chez Contre le courant, nous vous présentons des points de vue que vous n'entendrez pas dans la presse de propagande. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnieren Sie unseren Kanal.